Laval Virtual 2013. Je viens de retrouver un vieux compère, Michel. Ah, tu vas bien? Excuse-moi, il a eu une nuit difficile. Michel, tu vas nous servir de guide parce que moi j'ai droit qu'à une journée cette année. Tu vas me servir de guide, tu vas nous montrer 2-3 trucs, 2-3 choses qui t'ont intéressé et j'aurais aussi voulu avoir ton avis sur cette édition 2013. Ok. Donc en fait, moi ce que j'ai vu c'est surtout de l'évolution au niveau de la réalité augmentée. Donc je vais peut-être te montrer 2 ou 3 personnes avec qui on a eu des contacts, dont un compatriote qui travaille ici sur Laval et qui fait la mafia belge encore, je subis cette mafia belge. Voilà, la mafia belge. Qu'est-ce que j'ai pu voir cette année? Donc en fait, les sociétés commerciales sont quand même revenues en force avec tout un tas de produits, peut-être décomplexés, plus de peur à utiliser des produits, je dirais, de grande diffusion. Donc les produits de type Kinect, Unity 3D, etc. On voit que ça s'installe de façon relativement durable. Donc on entre un peu dans l'industrialisation de ces processus-là. Et puis à côté de ça, évidemment, il y a des solutions d'eye tracking, de l'impression 3D, du scan 3D par le nuage de poids, enfin pas nécessairement des choses auxquelles j'adhère totalement, mais on voit que tout ça se met en place, quoi. Il y a aussi la présence d'eau, c'est pas parce qu'il pleut derrière moi, là ils ont fait une pluie virtuelle parce qu'il pleut pas beaucoup en Mayenne, hein. Donc là ils nous ont fait une pluie virtuelle, enfin un rideau de pluie, et on ira voir aussi une application où on va se baigner. Oui, tout à fait, ça c'est assez amusant, c'est les Japonais sont toujours là en nombre et ils ont amené 2-3 applications assez intéressantes. Oui. D'accord, et si tu avais une chose à retenir pour toi, 2013 2013, ouais, la maturité peut-être, un salon qui s'installe dans la maturité, dans des solutions exploitables, des gens qui commencent à s'intéresser au retour sur investissement, à la plus-value, peut-être un intérêt très marqué par rapport aux éditions précédentes pour l'éducation, pour l'industrie, etc. On voit qu'il y a des secteurs qui commencent à porter ça, en dehors des secteurs classiques comme la médecine, la chirurgie, etc. Mais là on voit quand même arriver, et l'intérêt des industriels apparemment est suffisamment marqué que pour que les solutions arrivent aujourd'hui. Et moi, ça, évidemment, ça m'arrange assez bien. Alors moi, j'ai fait un petit tour, hein, j'ai pas encore tout vu, mais un absent. Les Google Glass, j'ai rien vu. Ils sont où les gens de chez Google là? C'est quoi ce travail? Non mais sérieux. Il y a une solution française dont je ne me souviens plus du nom, mais apparemment il y a une société de la région qui a développé quelque chose d'assez équivalent à Google Glass. Donc apparemment sur la Mayenne et sur Laval, ils n'ont pas trop envie de montrer la solution de Google qu'ils sont en train de présenter aujourd'hui comme étant relativement volatile. Bon, bah on va aller voir ça alors. Allez, on est parti Michel. Hop, hop, hop. Leapmotion. Ah, il Leapmotion. Tu viens me parler de RoboCortex. Oui, c'est ça. Ce sont des gens qui sont sur Laval Virtual depuis plusieurs années, qui en fait ont fait de la reconnaissance d'images associée à la réalité augmentée. L'avantage qu'ils mettent en avant aujourd'hui, c'est surtout la stabilité au niveau des mouvements, etc. On a fait quelques tests avec leurs produits au niveau industriel. Et voilà, je voulais te faire rencontrer ces gens-là, ça me semble. Je suis avec Manuel qui va nous présenter, alors c'est Michel qui m'a amené là, Michel Versteppen. RoboCortex, ta solution, tu peux nous la présenter rapidement? Bien sûr. RoboCortex, nous sommes des spécialistes en vision par ordinateur, plus précisément en localisation de caméras par rapport à l'environnement observé par la caméra. Donc dans ce contexte, on présente ici des applications de réalité augmentée pour lesquelles il faut savoir se localiser la caméra par rapport à ce qu'on regarde pour pouvoir afficher des augmentations en surimpression par rapport à ce qu'on est en train de filmer. Donc là, on présente une application d'aide à la maintenance industrielle ou d'aide aussi à la formation ou encore d'aide aux opérations, à la production. Où on imagine un opérateur qui est donc en face d'une pièce mécanique, d'un moteur ici, et donc à l'aide d'une tablette, il va pouvoir dérouler une procédure de maintenance industrielle qui va lui indiquer les différentes étapes à conduire pour réparer son moteur ou pour monter son moteur ou pour apprendre à démonter ou monter le moteur. Donc là vous voyez, étape 1, il faut que j'aille dévisser cette petite partie du moteur. Alors nous, ce qu'on met en avant, c'est la partie localisation évidemment de notre logiciel. Les forces de notre logiciel, c'est que on peut s'incliner de façon assez importante par rapport à la pièce. On peut, donc lorsque ça disparaît, ça revient très vite. On peut faire bouger la tablette hein, si on est dans un environnement assez contraint. On peut se rapprocher de façon assez significative, se reculer,
clés, etc. Donc toutes ces conditions permettent d'avoir une application agréable en prise en main. Pas avoir tout le temps des augmentations qui bougent dans tous les sens, qui disparaissent, qui réapparaissent. C'est ça qu'on recherche dans une application de réalité augmentée. Donc une fois que j'ai réparé mon moteur, que j'ai fait ma première étape, ensuite je passe à l'étape 2. Voilà, on doit remplacer cette pièce. Donc là encore une fois, je vais aller regarder de quelle pièce il s'agit et puis je vais pouvoir faire mon opération de façon efficace. Donc là, c'est une application e-commerce où on n'a pas qu'une seule image, mais plusieurs images. Là, c'est un catalogue d'une centaine de pages, même 150. Donc je vais ouvrir mon catalogue à n'importe quelle page et avec mon application e-commerce, là, je vais mettre en relation mon catalogue avec le monde numérique, le site web marchand, qui va me permettre d'acheter en un clic la page observée. Donc je lance mon application, je clique sur la page souhaitée. Là, je vais communiquer avec un serveur qui va me renvoyer donc le numéro de page et qui va me permettre d'afficher du contenu virtuel, donc comme tout à l'heure avec ma petite clé, sauf que là c'est du e-commerce, donc je vais voir l'article qui m'intéresse, la chaise, je vais pouvoir aller la voir dans tous les sens, aller me baisser, me rapprocher, m'éloigner pour voir l'aspect de ma chaise. Si elle me plaît, j'appuie dessus, hop, j'achète directement la chaise et je passe... j'ai plus besoin de QR code directement, j'ai l'information. Plus besoin de QR code, effectivement, on se base sur l'image, donc avec n'importe quelle page du catalogue, on va pouvoir identifier la page dont il s'agit. Pas besoin de QR code, on fait ça avec des marqueurs, ce qu'on appelle des marqueurs naturels, quoi. Et donc ce que vous proposez, c'est une solution, c'est un SDK sur lequel on vient se plugger. Un SDK, une librairie que l'on vend à des intégrateurs. Donc nos clients en général construisent des applications, s'occupent du rendu virtuel, s'occupent de la gestion de la caméra, s'occupent du scénario utilisateur, de l'interaction avec l'utilisateur. Nous, on fournit la localisation de la caméra à partir d'images qui viennent de la caméra, quoi. D'accord. Et ça coûte combien pour avoir une petite idée? Alors notre logiciel est vendu avec une licence de développement. Le prix est autour de 10 000 € la licence annuelle. Et ensuite on a des licences commerciales qui permettent à nos clients de vendre leurs solutions sur leur marché. Où là on discute avec eux des cas d'application. Il faudra étudier des prix pour les universités, parce qu'à ce prix-là, d'accord. On a des logiciels de démonstration qui sont disponibles pour les universités, mais évidemment, nous, on cible plutôt des industries, des gros industriels. On travaille à la fois dans le monde robotique et dans le monde réalité augmentée, donc on travaille sur le secteur civil et défense, sur les deux. Donc c'est des prix qui sont compatibles et qui leur conviennent bien. Les universités moins, je suis d'accord, mais on y viendra. Merci Manuel. Michel, tu voulais montrer un deuxième truc intéressant que tu as trouvé intéressant? Oui, je voulais te montrer un Belge. Donc, en fait, on a trouvé un Belge qui s'était installé à Laval il y a quelques années et qui aujourd'hui effectivement preste pour l'institutionnel essentiellement, mais aussi un peu pour le privé, dans la réalité augmentée, dans la production 3D. Donc comme vous, ils font de la production Unity. Donc je me disais, tiens, ça peut être intéressant de faire le lien entre l'Université de Lyon et Enozone. Bon, Enozone, tu as bien présenté. Qu'est-ce que vous présentez aujourd'hui à Laval Virtual? Alors aujourd'hui on présente plusieurs choses. On présente la partie réalité augmentée. On a commencé à trouver des technologies qui sont abordables au niveau réalité augmentée, qui sont stables, sur lesquelles on va pouvoir les utiliser même au niveau grand public et qui sont assez facilement déployables sur un grand nombre de plateformes. Donc ça c'est une des choses qu'on présente. Et puis là on présente quelque chose qui s'éloigne un peu de la réalité virtuelle, mais qui est l'intégration de CAO et de 3D dans du PDF. Voilà, là justement on se trouve sur une vue aérienne du centre-ville de Laval. On va retrouver justement tout le vieux Laval, la partie avec les châteaux, le palais de justice, et où à travers la tablette on va pouvoir accéder à 4 périodes de Laval qu'on a réalisées avec, suite aux fouilles archéologiques qu'on va retrouver au centre-ville de Laval. Ici sur la tablette, on va pouvoir voir l'incrustation justement de ces maquettes directement sur le plan. Et on va pouvoir accéder, là on était au 21e, on va retourner par exemple au XIIIe siècle et on va voir que le château était vachement différent et de la disposition qu'il avait sur le plan. Merci. Mais avec plaisir. Michel, tu dois dû nous quitter? Et oui, là je dois partir, le TGV à 13h10, donc j'espère que je vous ai quand même montré 2-3 petites choses et puis vous allez découvrir le reste par vous-même. Vous êtes suffisamment habitué à tout ça, donc vous êtes de vrais pros. Tu as essayé beaucoup plus de choses que moi on va aller gratter tout ça en 2 heures que moi sur 3 jours. Donc. Bon. Merci Michel, bon retour. Salut. À bientôt. Ravi de vous voir. Tu salueras toute l'équipe là-bas? Ah oui, tout à fait. Allez, salut. Ciao. Au revoir.
C'est vrai. Alors, je viens d'avoir une révélation parce que pour faire l'impression 3D, il faut s'appeler Michael. Non, c'est un clin d'œil à mon Michael aussi chez moi qui fait l'impression 3D. Donc, je suis avec Michael qui distribue des imprimantes 3D qui s'appellent Objet, la technologie Objet, et la société s'appelle Archetype 3D. Donc on est distributeur de ces Et machines. vous faites des super objets les enfants là, c'est super chouette ça. Ouais. Alors comment ça, tu peux m'expliquer comment fonctionne ton imprimante 3D? Donc, le procédé, c'est de la résine liquide, c'est des photopolymères, et à partir de têtes d'impression, on dépose des couches successives de photopolymères, et une lampe UV vient flasher chacune des couches qui est déposée. D'accord. Et c'est super lisse, elles font quelle taille tes gouttes? Alors, chaque strate fait soit 28 microns, soit 16 microns en fonction de la machine. D'accord. Donc ça permet d'avoir de super états de surface, des détails assez impressionnants, des petits mécanismes, tout ça, voilà, ce genre de pièces. C'est fait en une seule fois, sans grande difficulté. Merci Michael pour ces précisions. Merci de votre visite. Olivier, tu m'as laissé démonter ton matériel, merci. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche, comment ça fonctionne? Oui, alors là je vous présente la solution MicroTile, qui est une solution que Christy a développée, qui est composée de petits cubes de rétroprojection. Chaque petit cube mesure 40 cm de large par 30 cm de haut et a une profondeur de 25 cm. Dans chaque petit cube, vous avez un vidéoprojecteur DLP illuminé par des LED. Et la projection se fait sur une lentille de Fresnel extractible par l'avant avec une simple ventouse, comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, la projection se fait sur une lentille de Fresnel qu'on peut retirer et qui permet justement de faire une maintenance facile par l'avant. Tous les composants peuvent se retirer et se changer par l'avant. Il n'y a pas de lampe, c'est des LED qui illuminent le DLP, donc pas de consommable à changer. Gros avantage. Et la durée de vie estimée de la LED est de 65 000 heures. Eh ben merci Olivier pour cette présentation. Je t'en prie. Laval Virtual vient de fermer ses portes. Je suis fatigué. Hein. Vos impressions, mon petit Tom? Bah, c'était très intéressant comme l'an dernier. Beaucoup de projets avec Unity, beaucoup de démos avec Unity, c'est plaisant de voir ça. Même si les gens qui font les projets ne le disent pas forcément toujours, mais ça se voit, ça se reconnaît. C'est de bonne qualité. Les démos étudiantes étaient très bien, donc elles se déroulaient. Ah oui, bien Christophe. Tous les projets étaient avec Leapmotion, donc un truc pour la reconnaissance des doigts de la main. Et ce qui est bien avec ce truc là, c'est que c'est vachement précis au niveau de la détection de la main, contrairement à la Kinect qui trouve tout le squelette, mais un peu de façon pas très précise et géniale. Et ce truc là est au contraire précis, donc c'était bien. Et ouais, on a vu des stands sympas. Christophe a aimé tirer sur des légumes et manger les légumes. Non, ça j'ai pas aimé. Ça j'ai pas aimé du tout. Le matin, les gars, c'est dur. Commencer par ça, les petits gâteaux japonais, j'ai pas aimé. La prochaine fois, je me ferai pas avoir. Ok, Fred, hein? Ouais, moi, ça fait longtemps que je viens. Je trouve ça toujours très intéressant comme ça. Et ben là, encore plus que les autres années, la réalité virtuelle, c'est rentré dans les mœurs, vraiment dans les usages. Et maintenant, on va plus travailler trop sur l'innovation au niveau du matériel. On sait faire plein de choses, mais on met plus ça au centre des efforts. Les efforts, ça va être plutôt sur les usages, développer des nouveaux usages et oublier la technologie, développer une technologie qui s'oublie. C'est-à-dire on fait du tactile, mais sans un moyen de faire du tactile. On fait du tactile maintenant sur n'importe quelle surface, etc. Par exemple, moi, j'ai bien aimé la synergie entre tous les acteurs. C'est-à-dire il y a des étudiants, il y a des pros, il y a des vendeurs, il y a des acheteurs, il y a des prestataires, il y a des gens qui construisent des outils, il y en a qui construisent des supports, il y en a qui construisent des logiciels. Et voir ça, tout le monde réuni en même temps, c'est trop bien. Bon, le train de Tom vient de partir, donc je pense qu'on va, on va laisser ça pour aujourd'hui. Il y a encore, Train de Tom. il y a encore 5 minutes pour le train de Tom. Moi, je vais y arriver. Ah, je suis fatigué, je vous l'avais dit. C'est vos gâteaux japonais. Il y a aussi une chose qui est aussi intéressante, qui est très intéressante, comme dirait quelqu'un que je connais bien, c'est le nombre d'acteurs du monde de l'éducation, ou même des applications pour le monde de l'éducation. Chez Clarté, par exemple, le moteur en 3D, des choses comme ça, c'était vachement intéressant. Bon, on revient l'année prochaine? Ouais. Bien sûr. Bon, bah à la prochaine. Bon, t'as un train, dépêche-toi. Ouais.